Écoutez, je comprends parfaitement comment tout ça doit vous paraître. Vraiment, une femme hérite d'une propriété au milieu de nulle part et se met soudain à parler de Bigfoot vivant dans les bois. Vous vous dites probablement que j'essaie d'attirer les touristes ou que je prévois d'écrire un livre à sensation pour profiter de la fièvre actuelle pour les cryptides. Peut-être pensez-vous que je suis en train de monter une sorte d'attraction de bord de route où les gens paieraient pour entendre des histoires inventées et regarder des moulages en plâtre de fausses empreintes. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, même de très loin. J'ai délibérément gardé cette information totalement privée au cours des 14 dernières années, précisément parce que je ne voulais pas que des curieux, des enquêteurs amateurs et des équipes de télévision viennent piétiner les lieux, perturbant ce qui existe sur cette terre, détruisant par l'exposition et l'intrusion ce qui a été soigneusement protégé pendant des décennies. La seule raison pour laquelle je partage enfin une partie de cette histoire, c'est que j'approche de la cinquantaine et que la réalité de ma propre mortalité a commencé à me peser d'une manière nouvelle, une manière que je n'aurais pas pu anticiper plus jeune, quand je me sentais invincible. J'en suis venu à croire que quelqu'un d'autre doit être au courant de cette situation, doit comprendre ce qui se passe réellement ici dans ces montagnes, avant que je ne disparaisse et que ce savoir ne meure avec moi, avant que cette chose extraordinaire ne soit perdue, parce que j'aurais échoué à transmettre ce que j'ai appris et vécu. Que vous choisissiez de croire ce que je vous dis est une décision qui vous appartient entièrement, et je la respecte totalement. Je ne cherche pas à convaincre les sceptiques, à changer la vision du monde de qui que ce soit, ou à gagner des débats avec des gens qui ont déjà décidé que des créatures comme celle-ci ne peuvent absolument pas exister. Je documente simplement la vérité de mon expérience, exactement comme elle s'est produite et continue de se produire, créant ainsi un témoignage qui pourrait aider quelqu'un à l'avenir, quelqu'un qui pourrait se retrouver dans une situation similaire, quelqu'un qui pourrait hériter de cette responsabilité lorsque je ne serai plus en mesure de l'assumer. Ceci est un témoignage, pas un divertissement. Ceci est la vérité, pas une fiction conçue pour faire de l'effet. Quand ma tante est décédée au début de l'automne 2010, je me suis retrouvée héritière inattendue de l'intégralité de ses biens. Cela consistait en 170 hectares de terres montagneuses densément boisées dans la région des Appalaches, dans l'ouest de la Virginie, non loin de la frontière avec la Virginie occidentale, là où les montagnes anciennes s'élèvent abruptement depuis les vallées. L'appel est venu de son notaire, un homme que je n'avais jamais rencontré, un mardi après-midi, alors que j'étais assise dans mon box à fixer des feuilles de calcul qui semblaient si dénuées de sens qu'elles auraient pu être écrites dans une langue morte. « Votre tante Catherine est décédée », a-t-il dit, sa voix d'un détachement professionnel. « Vous êtes l'unique bénéficiaire de sa succession. » Je connaissais à peine ma tante. Je l'avais vue peut-être 5 fois dans toute ma vie lors de réunions de famille auxquelles elle assistait à contre-cœur, semblant toujours mal à l'aise dans ces contextes, tel un oiseau sauvage pris en cage, partant toujours tôt avec de vagues excuses. Elle était la sœur cadette de mon père, et ils n'avaient jamais été proches après qu'elle eut déménagé dans les montagnes au milieu des années 70 à la suite d'un divorce compliqué. La famille l'avait plus ou moins cataloguée comme une excentrique. L'original, qui avait choisi l'isolement plutôt qu'une vie normale, qui avait rejeté la réussite et la stabilité conventionnelle pour une raison incompréhensible que personne ne comprenait. Ma tante avait vécu seule sur cette propriété pendant près de 35 ans, s'aventurant rarement dans la petite ville située à 25 km de là, sauf en cas d'absolue nécessité pour acheter les provisions qu'elle ne pouvait pas produire elle-même. Des choses comme la farine, le café et les outils qui nécessitaient une fabrication qu'elle ne pouvait reproduire en autarcie. Les habitants la considéraient au mieux comme excentrique et au pire comme potentiellement instable, l'une de ces ermites des montagnes qui avait rejeté la société et la compagnie humaine pour des raisons qui les marquaient comme étranges ou abîmées. Mais la vérité, que je ne comprendrai que bien plus tard,
était qu'elle tenait simplement à sa tranquillité plus que tout et s'était lassée de la société humaine avec toutes ses complications, ses hypocrisies et ses exigences infinies de conformité à des attentes qu'elle trouvait étouffantes. Elle avait trouvé quelque chose dans ces montagnes, quelque chose qui, en comparaison, rendait la société humaine conventionnelle, superficielle et vaine. Elle m'a tout légué dans un testament méticuleusement préparé de 15 pages qui détaillait chaque aspect du transfert de propriété. Cela incluait la cabane modeste mais solide qu'elle avait construite de ses propres mains sur plusieurs années, au début des années 80, en utilisant du bois récolté sur la terre même, et une lettre manuscrite qui ne contenait qu'une seule phrase d'instruction que j'ai d'abord prise pour une divagation philosophique sans grande importance. La phrase disait « Laissez à la montagne le temps de vous accepter et honorez ce que vous y trouverez ». À l'époque où j'ai reçu ce message énigmatique, assise dans le bureau du notaire à signer document après document, je n'avais absolument aucun moyen de comprendre ce qu'elle voulait dire. Je supposais qu'elle parlait métaphoriquement de l'adaptation à la vie rurale, de la période d'ajustement nécessaire lors de la transition d'un environnement urbain à un isolement reculé. Ou peut-être faisait-elle une déclaration philosophique sur la patience et l'observation dans un cadre naturel, sur l'apprentissage du ralentissement et de l'attention à des rythmes différents de ceux de la vie citadine. Je n'imaginais certainement pas qu'elle me donnait une instruction littérale concernant quelque chose d'extraordinaire, vivant sur cette propriété, quelque chose qui nécessiterait des protocoles et des approches spécifiques. J'avais 34 ans à l'époque, piégé dans un poste administratif abrutissant dans une grande entreprise à Richmond. Je passais au minimum 40 heures par semaine, souvent plus près de 50 ou 55, dans un box beige sous la lumière crue des néons qui bourdonnaient sans cesse et me donnaient des maux de tête. J'accomplissais des tâches qui semblaient totalement vides de sens et déconnectées de tout ce qui comptait dans le monde, ne contribuant en rien de valeur à la société ou à mon propre sentiment d'utilité et d'épanouissement. Je traitais des papiers, assistais à des réunions, rédigeais des rapports que personne ne lisait et participais à des initiatives d'entreprise qui n'existaient que pour justifier le poste de quelqu'un ou créer une apparence de productivité. Le travail était abrutissant par sa monotonie, destructeur pour l'âme par son inutilité. Je me réveillais chaque matin avec un sentiment d'angoisse, sachant que je devais retourner à ce bureau, m'asseoir dans ce box, faire semblant de m'intéresser à des choses sans importance. La perspective de faire cela pendant encore 30 ans jusqu'à la retraite me semblait être une peine de prison, une lente agonie de tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. La perspective de posséder toutes ces terres de montagne représentait une possibilité d'évasion quasi miraculeuse, une occasion de recommencer complètement ma vie selon des principes différents, de vivre selon des valeurs auxquelles je croyais réellement, plutôt que des attentes d'entreprise et des conventions sociales que je n'avais jamais consenti à suivre. C'était comme si une porte s'était ouverte dans un mur que je fixais depuis des années, une issue à un piège dans lequel j'étais tombé sans réaliser pleinement ce à quoi je renonçais. Une évasion des néons, des feuilles de calcul, des réunions inutiles et de l'anxiété de fond constante qui était devenue mon état normal. Une chance de vivre différemment, de découvrir ce que pourrait être la vie si je faisais des choix basés sur ce qui comptait vraiment pour moi plutôt que sur ce que la société disait que je devrais vouloir. J'ai posé ma démission dans les 3 semaines suivant la réception des documents de succession, en écrivant une brève lettre donnant un préavis de 2 semaines et invoquant des raisons personnelles. Mon supérieur a semblé perplexe, a essayé de m'en dissuader, m'a offert une augmentation et une promotion qui auraient signifié plus d'argent mais aussi plus de responsabilités et plus de temps piégé dans ce bâtiment. J'ai poliment décliné et j'ai travaillé mes derniers jours, vidant mon bureau, supprimant des fichiers, terminant des projets qui seraient réaffectés à quelqu'un d'autre, qui s'en soucierait aussi peu que moi. Mes collègues m'ont traité comme si je faisais une terrible erreur,
abandonnant la sécurité de l'emploi et les avantages sociaux pour une fantaisie romantique sur la vie rurale qui me décevrait inévitablement. Ils m'ont demandé ce que je ferais pour l'argent, pour l'assurance maladie, pour les liens sociaux. Ils m'ont mis en garde contre l'isolement, l'ennui et les dures réalités de la vie sans les commodités modernes. J'ai souri, hoché la tête et n'ai pas essayé d'expliquer que ces commodités me semblaient être des chaînes, que l'isolement ressemblait au paradis comparé aux open space et à la socialisation forcée, que l'ennui serait préférable à l'anxiété chronique avec laquelle je vivais. J'ai méthodiquement emballé tout ce qui comptait de mon petit 2 pièces, ce qui s'est avéré être étonnamment peu de choses. La plupart de ce que je possédais étaient des meubles, de l'électronique et des vêtements qui semblaient conçus pour la vie que je quittais plutôt que pour celle que j'entamais. J'ai vendu ou donné la majeure partie, ne gardant que l'essentiel, des livres, du matériel de camping, des outils et des vêtements chauds adaptés aux hivers en montagne. J'ai dit au revoir aux quelques amis que j'avais réussi à garder malgré mon insatisfaction chronique de la vie en ville. Des gens que je connaissais depuis des années, mais dont je n'avais jamais été vraiment proche. Des relations qui semblaient superficielles et maintenues plus par habitude que par un lien authentique. Ils m'ont souhaité bonne chance avec un ton qui suggérait qu'ils pensaient que je faisais une énorme erreur, mais qu'ils étaient trop polis pour le dire directement. Et puis, j'ai tout chargé dans mon vieux pick-up Toyota et j'ai conduit vers l'ouest, en direction des montagnes, pour commencer ce que serait ce nouveau chapitre de mon existence, m'éloignant de Richmond avec un sentiment de libération si intense qu'il en était presque effrayant. Je me souviens très bien du trajet, regardant la ville s'estomper dans mon rétroviseur, observant le paysage se transformer progressivement de banlieue en petite ville, puis en forêt, ayant l'impression de muer, de devenir quelqu'un de différent à chaque kilomètre parcouru. L'adaptation a été considérablement plus difficile que je ne l'avais naïvement prévu. Il n'y avait aucune connexion Internet. Le service de téléphonie mobile était au mieux peu fiable et complètement absent dans la plupart des zones de la propriété, et mon voisin le plus proche vivait à environ 20 km au bout d'un chemin de terre défoncé, qui devenait complètement impraticable en cas de forte pluie ou de neige en hiver. Mais je me suis surprise à apprécier le silence profond d'une manière inattendue, à en avoir besoin en fait, à rechercher cette absence de bruit et de complications humaines. La cabane que ma tante avait construite était petite, mais remarquablement bien faite, démontrant une véritable compétence et une attention aux détails structurels qui m'ont immédiatement impressionné en la voyant. Elle savait clairement ce qu'elle faisait, avait pris le temps d'apprendre les bonnes techniques de construction, n'avait pas pris de raccourcis ou ne s'était pas contentée de l'adéquat quand elle pouvait atteindre l'excellent. Elle comprenait une chambre, avec une fenêtre orientée à l'est, pour capter la lumière du matin, positionnée parfaitement pour que le lever du soleil vous réveille naturellement sans avoir besoin de réveil. Un choix de conception qui démontrait une compréhension des rythmes naturels. Il y avait un coin cuisine équipé d'un poêle à bois qui servait à la fois pour la cuisson et le chauffage, ainsi qu'un petit évier relié à une pompe manuelle qui puisait l'eau d'une source située en amont de la cabane, fournissant de l'eau froide et propre par simple gravité. L'espace de vie était centré autour d'une cheminée en pierre qu'elle avait construite avec des roches ramassées sur la propriété. Chaque pierre soigneusement choisie et ajustée, le savoir-faire évident dans la façon dont les pierres s'emboîtaient parfaitement sans mortier par endroits, créant une structure qui durerait des siècles. Et un porche couvert qui offrait une vue imprenable sur des crêtes boisées s'étendant à perte de vue, des couches de montagnes nimbées de brume bleue s'estompant au loin. Une vue qui ne devenait jamais banale, peu importe le nombre de fois où je la regardais. Elle avait tout construit en utilisant du bois récolté sur ses propres terres, coupant et sciant le bois elle-même avec du matériel qui se trouvait encore dans un petit hangar derrière la cabane. Une scierie portable et divers outils à main, tous soigneusement entretenus et rangés.
Les murs intérieurs étaient bordés d'étagères contenant des centaines de livres sur des sujets allant de l'histoire naturelle à la philosophie, en passant par des compétences pratiques comme la menuiserie, la cueillette et le pistage d'animaux, ainsi que de nombreux journaux remplis de ces observations manuscrites sur les conditions météorologiques, le comportement des animaux, la phénologie des plantes et d'autres notes de naturalistes accumulées sur des décennies d'observations attentives. J'ai passé des heures à lire ces journaux pendant mes premiers mois sur la propriété, apprenant de ces archives détaillées, comprenant comment elle avait documenté tout ce qui concernait cette terre avec une précision scientifique. Son écriture était nette et lisible, ses observations spécifiques et détaillées. Elle avait noté les dates exactes de floraison de certaines fleurs sauvages chaque année, suivi les changements de population de la faune sur des décennies, enregistré les modèles météorologiques et les avait comparés d'une année à l'autre. Il n'y avait pas de télévision, pas d'ordinateur, aucune connexion au flux constant d'informations et de divertissements numériques qui domine la vie contemporaine et distrait les gens de l'expérience directe. Juste la forêt, les montagnes, le ruisseau qui traversait la vallée en contrebas toute l'année, quelles que soient les conditions de sécheresse, et un silence si complet qu'il m'a d'abord semblé oppressant, presque inconfortable, jusqu'à ce que j'apprenne à entendre les sons subtils qui le remplissaient, plutôt que de le définir comme une absence de bruit. Le silence n'était pas vraiment silencieux, pour peu qu'on y prête attention. Il était plein du vent, se déplaçant à travers différents types d'arbres, chaque espèce créant des sons distincts, plein de chants d'oiseaux et d'insectes et du murmure lointain de l'eau sur les rochers, plein de branches qui craquent, de feuilles qui bruissent, et de tous les petits bruits qui composent le fond sonore des lieux sauvages lorsque les humains ne les noient pas sous le bruit mécanique. Au cours de mes premiers mois sur la propriété, j'ai consacré la plupart de mon énergie à l'entretien de base et aux réparations nécessaires de la cabane et des dépendances, au nettoyage des broussailles accumulées pendant des années sur les sentiers que ma tante avait créés, et à l'exploration systématique des différentes sections du terrain pour développer une familiarité intime avec sa géographie et son caractère. Je passais des journées entières à marcher dans la forêt, parcourant parfois 15 ou 20 kilomètres par jour, essayant de comprendre ce qui avait tant captivé ma tante dans cet endroit qu'elle y avait volontairement passé plus de 3 décennies dans un isolement quasi total. La forêt était dominée par des chênes, des carriers et des tulipiers matures, avec des sous-bois denses de rhododendrons et de lauriers des montagnes, qui créaient des fourrés presque impénétrables dans certaines zones. Les cerfs de Virginie étaient si abondants qu'ils en devenaient presque banals. J'en voyais tous les jours. Les dindons sauvages se déplaçaient en grands groupes sur la propriété. Les ours noirs étaient présents, bien qu'ils évitent généralement les rencontres directes avec les humains. La diversité des oiseaux était remarquable. Des espèces que je n'avais vues que dans des guides sont soudainement devenues des compagnons quotidiens. La terre semblait vibrante et vivante, d'une manière que les environnements urbains, avec leur bitume et leurs paysages aménagés, ne pourraient jamais approcher. J'ai commencé à remarquer des événements inhabituels vers le début de mon 4e mois sur la propriété. Au début, c'étaient des choses mineures qui ne m'ont pas immédiatement semblé particulièrement significatives. Je découvrais des cairns de pierre, empilés soigneusement construits près de la rive du ruisseau, parfois 4 ou 5 roches en équilibre impossible, les unes sur les autres, dans des formations qui n'étaient clairement pas le résultat de processus géologiques naturels ou du hasard. Ma première hypothèse fut que ma tante avait dû créer ces structures des années auparavant, peut-être comme balises de sentiers, ou simplement comme une pratique méditative. Mais les limites de la propriété étaient clairement indiquées par des panneaux d'interdiction d'accès, et il n'y avait aucun sentier de randonnée ou servitude de passage public qui expliquerait que des visiteurs créent ces marques. Puis,
J'ai commencé à trouver des arrangements de branches cassées qui apparaissaient du jour au lendemain dans des endroits où j'avais marché la veille, des branches délibérément pliées et entrelacées pour former des motifs distincts en forme de X ou des structures en arche, certainement pas le résultat aléatoire de dégâts de tempête ou de chutes de branches. J'ai essayé de rationaliser ces découvertes comme des phénomènes naturels, peut-être des cerfs frottant le velours de leur bois ou des ours marquant leur territoire, mais les explications me semblaient inadéquates et peu convaincantes, même en me les répétant. Les branches étaient positionnées trop haut, parfois à 2,50 m ou 3 mètres du sol. Les motifs montraient trop d'intentionnalité et de complexité. Ils avaient été manipulés délibérément avec une force et une patience considérables par quelque chose capable d'atteindre le haut des arbres et d'entrelacer des branches vivantes sans les casser. J'ai aussi découvert des empreintes qui ne correspondaient à aucune espèce de faune que je pouvais identifier grâce à mes guides de terrain ou à mes recherches en ligne. C'étaient des empreintes gigantesques dans la boue molle près du ruisseau et dans des parcelles de terre nues le long des sentiers, mesurant au moins 43 cm de long et montrant 5 marques d'orteils distinctes ainsi que ce qui semblait être une empreinte de talons clairs. Elles étaient bien trop grandes pour être des traces d'ours noirs et de formes et de proportions complètement différentes, trop larges, trop semblables à celles d'un humain dans leur configuration malgré la taille. Quand j'ai trouvé une série de ces empreintes, la longueur de la foulée entre elles suggérait quelque chose marchant debout avec une démarche qui couvrait beaucoup plus de terrain que mes propres pas. Quelque chose de grand et de puissant se déplaçant dans la forêt sur 2 jambes plutôt que 4. Quelle que soit la créature qui faisait ces empreintes, elle était de taille substantielle et clairement bipède, traversant ma propriété régulièrement à en juger par la fréquence à laquelle je rencontrais des traces fraîches. Un matin de mi-septembre, je me suis réveillé et suis sorti sur le porche pour trouver un morceau de mon carcasse de cerf placé juste devant la porte de la cabane. C'était le quartier arrière, relativement frais. Il ne pouvait pas avoir plus de quelques heures à en juger par l'état de la viande et le fait que le sang était encore quelque peu fluide. La chair avait été arrachée de l'os plutôt que coupée avec une lame, les bords déchiquetés montrant des marques de dents ou peut-être de doigts, certainement pas les coupes nettes qu'un couteau produirait. Ma première pensée fut qu'un ours avait dû laisser ça. Mais cette explication s'est rapidement effondrée. Les ours ne laissent pas de nourriture derrière eux. Ce sont des mangeurs opportunistes qui consomment tout ce qui est disponible. Et cela n'avait pas été lâché ou traîné sur le porche par hasard. C'était délibérément placé, positionné avec une intentionnalité claire, là où je le verrais immédiatement en ouvrant la porte. C'était un cadeau, une offrande, ce qui impliquait une pensée consciente et un but derrière l'action. J'ai ressenti une peur authentique à ce moment-là, je ne le nierai pas. J'ai récupéré la carabine que ma tante avait gardée dans la cabane, une Winchester 30-30 avec laquelle je m'étais entraîné sur un stand de tir improvisé, et je l'ai emportée sur le porche où je suis resté assise pendant plus d'1 heure à scruter la lisière de la forêt dans toutes les directions, guettant le moindre mouvement, écoutant les bruits qui pourraient indiquer ce qui avait laissé cette offrande. Rien ne bougeait, sauf le vent dans les feuilles et les sons ambiants normaux de la forêt. Les appels des oiseaux, le murmure lointain du ruisseau sur les rochers. J'ai envisagé d'appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide ou des conseils, mais l'absurdité de cette conversation m'en a empêché. Qu'est-ce que j'aurais bien pu signaler? « Bonjour le shérif. Quelque chose a laissé de la viande sur mon porche. Pouvez-vous envoyer un adjoint pour enquêter ?» Ils auraient pensé que je faisais une sorte de crise psychologique, une citadine qui ne supportait pas l'isolement rural et s'inventait des histoires. J'ai emballé la viande de cerf dans des sacs en plastique et les rangé dans le congélateur, puis j'ai frotté les planches du porche avec une brosse et de l'eau savonneuse. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, me redressant à chaque petit bruit, la carabine à portée de main contre ma table de chevet. Mais rien d'inhabituel ne s'est produit. La nuit s'est passée avec seulement les bruits nocturnes typiques
des chouettes chassant, des coyotes jappant dans les vallées lointaines. Environ 10 jours plus tard, la même chose s'est reproduite. Cette fois, l'offrande était un lapin déjà dépouillé et vidé, la viande propre et prête à être cuisinée, positionnée exactement au même endroit sur le porche que le cadeau précédent. Ma peur avait considérablement diminué lors de cette deuxième occurrence, remplacée principalement par une curiosité intense et un début de compréhension. Quelle que soit l'entité qui laissait ces offrandes, elle n'essayait clairement pas de m'effrayer ou de me chasser de la propriété. Si l'intention était de nuire ou d'intimider, une créature grande et puissante aurait eu d'innombrables occasions d'atteindre cet objectif facilement. J'étais vulnérable ici, seul et isolé, loin de toute possibilité d'aide. Mais au lieu d'un comportement menaçant, je recevais de la nourriture, des provisions qui demandaient de l'effort et de l'habileté pour être acquises. Cela indiquait une intention et une pensée, peut-être même ce qui pourrait être interprété comme une gentillesse ou un geste de bienvenue de la part de quelque chose qui reconnaissait ma présence et choisissait d'interagir positivement. J'ai pris une décision qui semblait à la fois intuitive et légèrement absurde. J'allais rendre l'appareil, offrir quelque chose en retour, tenter d'établir une communication par cet échange de cadeaux. La logique de cette décision était floue, même pour moi, opérant plus par instinct que par planification rationnelle, mais elle me semblait juste d'une manière que je ne pouvais pas entièrement articuler. J'ai choisi plusieurs pommes de la réserve que j'avais rapportées de la ville. Je me suis dirigé vers le bord de la clairière où la forêt commençait et je les ai soigneusement disposées sur un rocher plat qui sortait du sol. Puis je suis retourné à la cabane et me suis positionné à la fenêtre d'où je pouvais observer le rocher sans que ma surveillance soit évidente. Je me sentais ridicule, comme quelqu'un essayant de se lier d'amitié avec un fantôme ou de communiquer avec une entité qui n'existait probablement pas en dehors de mon imagination. Mais je ne pouvais me défaire de la puissante intuition que quelque chose de réel et d'intelligent tendait la main, tentait d'établir un contact et qu'il était plus important de répondre de manière appropriée que de maintenir un détachement sceptique. Rien ne s'est passé pendant des heures. L'après-midi a laissé place au soir, le soir à la nuit noire, et j'ai finalement abandonné ma veille et suis allé me coucher, incertaine si cette expérience avait été une perte de temps stupide ou le début de quelque chose d'important. Lorsque je suis sorti de la cabane le lendemain matin et que je me suis approché du rocher pour vérifier, les pommes avaient complètement disparu. À leur place, se trouvait un arrangement soigné de fruits du pawpaw, plusieurs poignées d'entre eux positionnés en une petite pyramide à l'endroit exact où j'avais laissé mon offrande. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mon pouls s'accélérant avec un mélange d'excitation, d'incrédulité et de quelque chose qui approchait de l'émerveillement. C'était une communication sans équivoque, la preuve d'une intelligence, d'une intention et d'une compréhension de la réciprocité, ce contrat social de l'échange qui forme le fondement de toute relation. Quelque chose dans ces montagnes me contactait consciemment, délibérément, démontrant une compréhension du don comme une forme de langage et de connexion. J'ai maintenu ce schéma d'échange de manière constante au cours des semaines et des mois suivants. Tous les quelques jours, je laissais quelque chose sur ce rocher ou parfois à d'autres endroits autour de la clairière, des fruits, des noix, du pain et parfois des restes de mes repas. Et chaque fois, sans exception, ce que je laissais était pris et quelque chose était laissé à sa place. D'autres fruits sauvages, des variétés inhabituelles que je ne savais pas pousser sur la propriété. Des pommes de pin parfaites disposées en motifs géométriques. Une fois, un nid d'oiseau tombé intact d'une haute branche, délicat et complexe dans sa construction. Une autre fois, une collection de galets lisses de différentes couleurs, blanc, gris, rose et vert, disposés en un cercle parfait. Ces échanges sont devenus un rituel qui structurait mes journées, me donnait quelque chose à attendre, me faisait me sentir moins isolé malgré l'absence de contact humain. Je n'étais plus seul sur cette montagne.
J'étais en dialogue avec quelque chose, partageant un espace et établissant une relation, même si je ne comprenais toujours pas pleinement ce qu'était ce quelque chose. La nuit où j'ai réellement vu la créature elle-même, c'était fin octobre, environ 7 mois après mon installation sur la propriété. J'étais assise sur le porche après avoir fini de dîner, enveloppée dans une épaisse couverture de laine contre l'air frais d'automne, qui portait l'odeur piquante du gel qui viendrait avant le matin. Je buvais un thé devenu tiède, alors que j'étais absorbé par l'observation des étoiles apparaissant une par une, tandis que le crépuscule s'assombrissait en nuit profonde. La forêt autour de moi était relativement calme, juste les bruits habituels des chouettes commençant leur chasse, avec leur ululement interrogateur et leurs cris perçants, les grillons fournissant leur rythme ambiant qui continuerait jusqu'à ce qu'un gel intense les réduise au silence pour la saison. Puis, j'ai entendu quelque chose bouger dans les arbres, au nord de la cabane. Quelque chose qui ne faisait aucune tentative de discrétion ou de dissimulation. Quelque chose qui ne se souciait clairement pas d'être entendu ou détecté. Des branches ont craqué de manière audible, sous un poids important. Des craquements forts qui ont résonné dans le calme du soir. Des bruits qui indiquaient clairement que ce qui approchait était massif et se déplaçait sans précaution particulière. Des pas lourds créaient des vibrations que je pouvais sentir à travers les planches du porche même à distance, des impacts rythmiques qui suggéraient quelque chose de grand et de bipède plutôt que la démarche quadrupède d'un cerf ou d'un ours. Mon premier instinct fut qu'un wapiti s'était égaré sur la propriété, mais le rythme du mouvement était complètement faux. C'était une locomotion bipède, sans aucun doute, 2 jambes et non 4, des pas lourds et délibérés qui suggéraient une masse substantielle se déplaçant en posture droite. Mon cœur s'est emballé, l'adrénaline inondant mon système avec cette sensation électrique particulière qui accompagne un danger potentiel ou des événements extraordinaires. Je me suis levé lentement de ma chaise, cherchant instinctivement la carabine que j'avais commencé à garder appuyée contre la rampe du porche après ces événements inhabituels, ma main se refermant sur le bois usé et familier de la crosse. Mais quelque chose m'a empêché de la prendre, une sorte de sens intuitif que brandir une arme serait la mauvaise réponse, que ce qui approchait n'était pas une menace de la même manière que les ours ou les pumas, que cette situation exigeait de l'ouverture plutôt qu'une posture défensive. Ma main a lâché la carabine et je suis resté là, les mains vides, vulnérable, attendant de voir ce qui émergerait de l'obscurité. Les pas se sont arrêtés à la lisière de la clairière, peut-être à une 20aine de mètres de l'endroit où je me tenais figé sur le porche. Mon souffle visible dans l'air froid, mon cœur battant si fort que je pouvais sentir le pouls dans ma gorge. Je pouvais voir une forme dans l'obscurité, là où la forêt rejoignait la clairière, grande et large, mais le clair de lune insuffisant empêchait une observation détaillée, réduisant la silhouette à une ombre se découpant sur un fond légèrement moins sombre, une ombre parmi les ombres. Mais même en tant que silhouette, la forme était massive, mesurant au moins 2,50 m ou 3 mètres de haut, d'après mon estimation. Les épaules étaient larges, plus larges que celles de n'importe quel humain, plus larges que ce qui semblait physiquement possible, suggérant une force et une puissance au-delà de tout ce que j'avais jamais rencontré. Ce n'était pas un animal, se tenant temporairement sur ses pattes arrière. C'était une créature bipède, quelque chose qui marchait debout naturellement, quelque chose qui appartenait à la mythologie et à la légende plutôt qu'à la réalité documentée, se tenant à 20 mètres de moi. Nous sommes restés dans ce tableau figé pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 ou 40 secondes, moi debout, immobile sur le porche, retenant à peine ma respiration, la forme se tenant tout aussi immobile à la lisière de la forêt, chacun évaluant l'autre à travers l'espace qui nous séparait. Le silence était absolu, à l'exception de mon cœur qui tonnait dans mes oreilles. Le temps semblait ralentir ou s'arrêter complètement,
Puis la forme a légèrement bougé, transférant son poids d'une jambe à l'autre, dans un geste qui semblait presque nerveux ou incertain, et a émis un son qui a tout changé. La vocalisation n'était pas agressive ou menaçante, ce n'était ni un rugissement ni un grognement. C'était une vocalisation grave qui semblait porter une signification que je ne pouvais traduire, complexe et modulée, presque comme des mots dans une langue que je ne connaissais pas, des sons qui montaient et descendaient, avec ce qui semblait être une phraséologie intentionnelle, une communication plutôt qu'un simple bruit animal. Le son transmettait une combinaison de curiosité, de prudence et peut-être même de salutation. Ma peur, qui avait atteint un pic au début, a commencé à se dissiper, remplacée par une curiosité intense et un étrange sentiment de privilège, celui d'avoir accès à quelque chose de rare et d'important. C'était la source des cadeaux, le créateur des empilements de pierres et des arrangements de branches. C'était l'être qui avait partagé cette montagne avec ma tante pendant des décennies, qui avait accepté sa présence et qui étendait maintenant cette même acceptation timide à mon égard. C'était Bigfoot, Sasquatch, quel que soit le nom que les gens utilisaient pour quelque chose qui n'existait supposément que dans la mythologie et les photos floues. Sauf que ce n'était pas de la mythologie. Il se tenait juste là, devant moi, à 20 mètres, mais absolument réel. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai simplement levé une main lentement dans ce que j'espérais être interprété comme un geste de paix et de reconnaissance. La forme est restée immobile pendant plusieurs secondes de plus. Puis, j'ai vu ce qui aurait pu être son bras se lever dans un geste similaire, imitant mon mouvement. Puis il s'est retourné et est reparti dans la forêt, se déplaçant avec un silence surprenant pour quelque chose d'aussi grand, et en quelques instants, le bruit de son passage s'était complètement estompé, me laissant seul sur le porche dans l'obscurité, tremblant légèrement d'adrénaline et d'émerveillement, et avec la profonde prise de conscience que tout ce que je croyais comprendre du monde venait de se révéler incomplet. J'ai à peine dormi cette nuit-là, rejouant ces moments encore et encore, mais les preuves étaient trop substantielles pour être écartées. Les empreintes, les cadeaux, les pierres et les branches arrangées, tout cela indiquait quelque chose de réel. Ma tante savait, ai-je réalisé avec une clarté soudaine. Cette note énigmatique sur le fait d'honorer ce que je trouverais sur la terre, de laisser le temps à la montagne de m'accepter. Elle avait essayé de communiquer cette situation exacte, sans le dire explicitement. Elle avait vécu ici avec cette créature pendant plus de 30 ans, avait développé une relation avec elle, avait été acceptée par elle. Et maintenant, elle tentait d'étendre cette acceptation à moi. Le schéma de notre interaction a évolué progressivement au fil des mois et des années qui ont suivi. J'ai continué à laisser des cadeaux. La créature, que j'ai commencé à considérer comme une femelle bien que je n'ai aucune preuve réelle au-delà de l'intuition, a continué à rendre l'appareil. J'ai commencé à la voir plus fréquemment, bien que toujours à distance. Elle apparaissait à la lisière de la clairière, au petit matin ou au crépuscule, se tenant immobile pendant que nous nous observions mutuellement. Elle était énorme, mesurant probablement 2,60 m, couverte d'une fourrure brun-roux foncé. Son visage, lorsque je l'entrevoyais parfois sous une meilleure lumière, était à la fois humain et non humain, avec une arcade sourcilière proéminente et un nez large et plat, mais des yeux qui transmettaient une intelligence et une émotion indéniables. Un incident en particulier a solidifié notre relation. C'était au début du printemps de ma 2e année sur la propriété. J'étais à plusieurs kilomètres de la cabane, en train de dégager une section de sentier, intensément concentré sur mon travail et ne prêtant pas une attention suffisante à mon environnement. Un ours noir, un mâle adulte de plus de 130 kilos, a émergé d'un sous-bois épais à environ 6 mètres de moi. C'était la saison des amours et les ours mâles sont souvent plus agressifs. Celui-ci s'est dressé sur ses pattes arrière, une démonstration claire de domination, et a émis un souffle qui communiquait l'agression.
Il est ensuite retombé à quatre pattes et a fait plusieurs pas délibérés vers moi. Ses oreilles étaient en arrière, sa gueule légèrement ouverte montrant ses dents. J'ai réalisé avec une terreur glaciale que cette situation pourrait dégénérer en une attaque physique. Je n'avais aucune arme avec moi. Avant que je puisse décider d'une quelconque réponse, quelque chose de massif a traversé la forêt sur ma droite avec une vitesse et une puissance choquantes. Le Bigfoot est apparu, se déplaçant plus vite que je ne l'aurais cru possible, et s'est positionné entre moi et l'ours dans une posture protectrice dont l'intention était indubitable. Elle a mis son corps directement sur le chemin de la menace. Elle a poussé une vocalisation qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant ou depuis, un rugissement si puissant et si primal que je l'ai senti résonner dans ma cage thoracique. La réaction de l'ours a été immédiate et absolue. Il a reculé, se retirant dans le sous-bois en soumission évidente ou en peur pure et simple, fuyant le Bigfoot avec une terreur manifeste. La rencontre entière avait duré peut-être 30 secondes. Le Bigfoot est resté dans sa posture protectrice un instant de plus, puis s'est tourné pour me regarder et nos regards se sont croisés directement pour la première fois. Ses yeux étaient brun foncé, presque noirs, mais avec une profondeur et une intelligence surprenantes par leur humanité. Elle a soutenu mon regard pendant plusieurs secondes, et j'ai compris sans mots qu'elle vérifiait si j'étais blessé. J'ai hoché la tête, ce qui a semblé la satisfaire, et elle s'est retournée et est repartie dans la forêt, me laissant debout sur le sentier, tremblant d'adrénaline et de gratitude. Cet incident a tout changé, transformant notre relation de coexistence prudente en quelque chose qui ressemblait à un véritable soin et une protection. Elle était intervenue pour me sauver la vie. À partir de ce moment, j'ai compris que nous n'étions pas simplement deux êtres partageant un espace. Nous étions connectés. Au fil des ans, notre relation s'est approfondie. J'ai appris à interpréter les différents sons qu'elle faisait. Un ululement ascendant particulier signifiait qu'elle était à proximité. Un grognement plus bas semblait indiquer le contentement. Un son sec ressemblant à un aboiement servait d'avertissement. J'ai développé mon propre répertoire de sons et de gestes qu'elle semblait comprendre. L'hiver était particulièrement significatif. Mon deuxième hiver a apporté une violente tempête qui a déposé plus d'1 mètre de neige. La troisième nuit de la tempête, j'ai entendu des pas lourds sur le porche. J'ai regardé par la fenêtre pour voir le Bigfoot debout là, couvert de neige, vérifiant la cabane. Quand elle m'a vu, elle a fait ce grognement de reconnaissance, puis a disparu dans le blizzard. Après le passage de la tempête, j'ai découvert qu'elle avait dégagé la neige autour de la porte du bûcher et cassé la glace sur la source qui alimentait mon approvisionnement en eau. C'étaient des actions délibérées et utiles qui démontraient une planification et un souci de mon bien-être. J'ai aussi découvert qu'elle protégeait apparemment la propriété des intrusions humaines. À 2 reprises, j'ai trouvé des preuves que des chasseurs avaient tenté de pénétrer sur mes terres, malgré les panneaux d'interdiction, des pièges photographiques et des miradors de chasse. Les 2 fois, ces objets avaient été systématiquement détruits, les appareils photos brisés et les miradors démolis, avant même que je ne les découvre. Le Bigfoot patrouillait activement les limites, empêchant toute intrusion. Les gens me demandent parfois, lors de mes rares visites en ville, comment je me débrouille pour vivre seul si loin de tout, si je ne me sens pas seul. Je leur dis que j'apprécie la solitude, ce qui est vrai mais incomplet. Je ne mentionne pas que je ne suis pas réellement seul, que je partage cette montagne avec quelque chose de remarquable. Comment pourrais-je expliquer cela sans paraître délirante ? Je n'ai parlé de cette situation à personne pendant toutes ces années. La tentation de tout documenter, de rassembler des preuves et de prouver au monde que ces créatures sont réelles a parfois été forte. Mais je sais ce qui se passerait. Des chercheurs débarqueraient ici. Le Bigfoot serait chassé, son habitat détruit, sa paix brisée. Ou pire, quelqu'un pourrait essayer de la capturer. Je ne serais pas responsable de cela.
Je ne trahirai pas la confiance qu'elle a placée en moi. Ma tante comprenait cela. Elle a vécu ici pendant 35 ans en gardant ce même secret, en protégeant cette créature. Elle m'a transmis cette responsabilité et j'ai consacré ma vie à honorer cette confiance. J'ai vu le Bigfoot hier soir. Elle est apparue à la lisière de la clairière juste au coucher du soleil. Nous avons développé une routine. Je m'assois sur les marches du porche, elle se tient à la lisière des arbres et nous passons du temps ensemble dans un silence confortable. Hier soir, elle est restée près d'une heure. La lune s'est levée, presque pleine, fournissant assez de lumière pour que je puisse la voir clairement. À un moment donné, elle a fait ce grognement doux que j'ai appris à reconnaître comme un signe de contentement, et je lui ai répondu par un son similaire. Finalement, elle s'est retournée et a remonté la pente sans se presser. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans l'obscurité. Puis, je suis rentré, j'ai ravivé le feu et je me suis assise en pensant à quel point toute cette situation est extraordinaire, improbable et précieuse. C'est ma vie maintenant, et je ne la changerai pour rien au monde. Mes journées sont consacrées à l'entretien de la propriété, à m'occuper de mon jardin, à lire et à parcourir les sentiers. Mes soirées se passent souvent sur le porche, parfois seul, parfois en compagnie d'une créature qui ne devrait pas exister, mais qui existe. C'est une belle vie, certainement plus pleine de sens que la carrière que j'ai laissée derrière moi. Je pense que ma tante savait que cela arriverait. Je pense qu'elle a reconnu en moi quelque chose qui suggérait que je pourrais gérer cette responsabilité, que je protégerais au lieu d'exploiter. Elle ne transmettait pas seulement un bien immobilier. Elle transmettait un héritage de protection et de bienveillance, une mission sacrée. J'espère que je pourrai faire de même le moment venu. J'espère que je pourrai identifier quelqu'un digne d'hériter de cet endroit, quelqu'un qui continuera le travail que ma tante a commencé et que j'ai poursuivi, quelqu'un qui protégera le Bigfoot et gardera le secret. C'est ce qui compte le plus, pas de prouver quoi que ce soit aux sceptiques. Ce qui compte, c'est la protection, la préservation, s'assurer que ce Bigfoot en particulier puisse continuer à exister sans interférence humaine. Parfois, je me demande ce qu'elle pense de moi, si elle me voit comme une amie ou simplement comme une présence tolérée. Je ne le saurai jamais avec certitude. Nous ne parlons pas la même langue et le fossé entre nos espèces est trop vaste pour une compréhension complète. Mais nous communiquons par des gestes, des cadeaux et le simple fait d'être là l'un pour l'autre de manière constante au fil du temps. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce dont une relation a vraiment besoin. Le soleil se couche maintenant, alors que je termine ce récit. La lumière devient dorée sur les crêtes. Je vais bientôt sortir sur le porche, m'asseoir avec mon thé du soir et regarder la forêt tandis que le jour se transforme en nuit. Et peut-être, si les circonstances s'y prêtent, je verrai le Bigfoot à son endroit habituel, à la lisière de la clairière, et nous passerons du temps ensemble dans ce silence confortable qui est devenu notre principal mode de connexion. C'est mon espoir, en tout cas. Quand je serai finalement trop vieille pour entretenir cette propriété seule, je devrai trouver quelqu'un digne d'hériter de cet endroit et de cette responsabilité. Quelqu'un qui comprendra que ce dont il hérite vraiment, ce n'est pas seulement de la terre, mais d'une mission sacrée. Trouver une telle personne ne sera pas facile, mais c'est essentiel. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'honorer la confiance que ce Bigfoot a placée en moi et en ma tante avant moi. Il s'agit d'être une gardienne. Alors si vous entendez ceci et que vous pensez que je suis délirante, cela m'est égal. J'ai choisi cette vie délibérément et je referai les mêmes choix sans hésitation. Le Bigfoot est réel, il vit sur cette propriété. Il est pacifique, intelligent et digne de protection. C'est la vérité, que quiconque y croit ou non. Et je vais passer les années qu'il me reste à m'assurer qu'il reste en sécurité, caché, libre. C'est ma promesse. Tant que je serai en vie et en état de le faire, je serai là, sur cette montagne, à veiller sur cette terre et sur la créature remarquable qui l'habite.